Monsieur le Premier Président, soyez le bienvenu au sein de l'Assemblée nationale. Celle-ci a décidé de créer une mission d'information relative à la révision des condamnations pénales. C'est une initiative que nous avons prise, Georges Fenech et moi-même, sur un sujet essentiel dans un état de droit, puisqu'il vise à trouver un équilibre entre, d'un côté, l'autorité de la chose jugée, élément que l'on comprend particulièrement important dans une démocratie, mais également entre la nécessité d'être bien certain que les personnes condamnées sont innocentes. Ils sont coupables, ils ne sont pas susceptibles de voir remise en cause sur ce qu'on appelle des faits nouveaux ou des éléments inconnus au moment où la juridiction se prononce, leur culpabilité. La commission des lois, présidée par le président Urvoas, a donc décidé, c'est la première fois de cette législature, de créer une mission d'information qui est volontairement confiée d'un côté à un membre de la majorité que je suis, de l'autre côté à un membre de l'opposition qui est Georges Fenech. Nous sommes donc tous les deux rapporteurs. Nous devrons déposer, pour la fin du mois de novembre à peu près, un rapport qui sera soumis à la commission des lois et nous verrons, au vu de ce rapport, si des modifications législatives doivent intervenir. Monsieur le Premier Président, cette réunion d'aujourd'hui est ouverte à la presse, elle est publique et elle est enregistrée. Qu'est-ce qui nous interpelle, Monsieur le Premier Président? La première chose, les rapports de la Cour de cassation que vous présidez. Puisque, année après année, la Cour de cassation rappelle avec force qu'il faut modifier la loi. Et j'ai là... la Commission a déjà eu l'occasion, lors de l'examen de requêtes particulièrement délicates, concernant des condamnations lourdes, de se trouver face à des obstacles incontournables, préjudiciables au fonctionnement de la justice, que seules des modifications législatives permettraient d'améliorer. Nous avons regardé donc avec une très grande attention l'ensemble des propositions qui étaient faites par la Cour de cassation. En ce qui concerne, je relis là, la Commission rencontre les mêmes difficultés déjà signalées dans l'examen des demandes de révision. Ces difficultés résultent de l'absence de note d'audience, de l'absence de motivation des arrêts de cour d'assises. Il y a eu une certaine modification, on en parlera. Et puis du non-respect également des dispositions de l'article 308 du Code de procédure pénale, comme vous le mettez sous votre autorité, hélas trop souvent ignoré, peu utilisé sur l'enregistrement. En ce qui concerne particulièrement aussi le problème des notes d'audience et l'enregistrement sonore. Deuxième chose, si nous observons bien ce qui a été décidé en matière de révision de décisions de justice, 8 affaires depuis 1945 ont fait l'objet d'une décision de révision en matière criminelle. 39 affaires en matière correctionnelle. Nous nous posons, Monsieur le Premier Président, comment ne pas vous le dire, tout un certain nombre de questions.
il y a d'un côté la commission de révision, il y a de l'autre côté la commission de réexamen. Et il n'y a pas d'équilibre entre les deux en ce qui concerne les personnes susceptibles de les saisir. On peut se demander pourquoi, on peut se demander s'il ne convient pas, en la matière, d'arriver à trouver les mêmes personnes qui peuvent saisir. Monsieur le procureur général, que nous avons reçu, dit qu'il ne comprend pas, par exemple, pourquoi il n'a pas la possibilité d'agir dans les deux cas. En ce qui concerne les personnes susceptibles de saisir également, d'un côté, on nous parle des ayants droit. Est-ce que c'est bien la notion qu'il faut utiliser? Est-ce que ce n'est pas la notion d'ascendant-descendant? Nous sommes beaucoup plus clairs que la notion d'ayant droit. En ce qui concerne la composition de la commission de révision et de la cour de révision, ce n'est pas la même chose d'un côté pour la révision, de l'autre côté pour le réexamen. Qu'est-ce qui justifie une telle différence? Certes, on me dit d'un côté c'est les droits de l'homme, de l'autre côté c'est le droit pénal. Cela ne nous semble pas très convaincant. Est-ce qu'il n'apparaît pas utile de prévoir que la commission susceptible d'intervenir soit composée à part égale de représentants de l'ensemble des chambres de la Cour que vous présidez? Alors qu'actuellement, c'est pour l'essentiel la chambre criminelle. Et Monsieur le Président, nous avons actuellement la commission en matière de révision, la commission, la Cour, puis ensuite une nouvelle juridiction. Est-ce que ce n'est pas trop? Ayons le courage de se le dire. Est-ce que ce n'est pas trop? Nous avons entendu de très nombreuses personnes, pour en parler avec vous, se posant cette question ce matin à Maître Baudelot, disant il y en a au moins un, si ce n'est deux, entre eux. Ce qui veut dire qu'on pourrait s'acheminer vers la composition d'une cour de révision ayant des pouvoirs d'instruction composés éventuellement de magistrats de toutes les chambres de la Cour de cassation. Vous voyez bien, nous n'avons rien n'est déterminé. Nous écoutons, nous entendons avec beaucoup de sagesse et d'humilité. Le Premier président Canivet, votre illustre prédécesseur, disait toujours « Le doute, c'est la vertu, ainsi que l'humilité ». Ensuite de ça, nous avons à réfléchir, Monsieur le Président, sur la notion de doute, puisque le législateur a voulu abandonner la notion de doute sérieux pour arriver aux notions de doute. Et le doute, pour nous, c'est le moindre doute. À moins que l'on me dise qu'un doute raisonnable n'est pas un moindre doute. Qu'un doute raisonnable ou un moindre doute, ce n'est pas un simple doute. Bien évidemment, ce sont des sujets essentiels sur lesquels je m'étais déjà permis de vous interroger. Et quant à ce fait nouveau, Monsieur le Premier Président, Monsieur le procureur général nous a dit « Je me pose des questions, pourquoi on ne parle que du fait nouveau et non pas de l'élément inconnu ?» Puisqu'actuellement, il n'y a pas de décision ni de jurisprudence sur la notion d'élément inconnu. Qu'est-ce que l'on doit mettre du côté du fait nouveau? Qu'est-ce que l'on doit mettre du côté de l'élément inconnu? Et puis nous arrivons progressivement à réfléchir sur l'obligation qu'il y a, pour qu'une justice sereine puisse être rendue, de garder les preuves, c'est-à-dire les scellés. Plusieurs propositions nous ont été faites. D'un côté, on nous a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire tous les 5 ans
à la demande du procureur général dans les affaires où il y a la contestation de la culpabilité. D'autres nous ont dit non, il faut aller directement à 30 ans. Ça sera bien évidemment une question de coût à négocier avec la chancellerie dans uniquement les affaires où il y a bien évidemment une contestation de la culpabilité. Georges Fenech a beaucoup réfléchi. Je suis avocat, il est magistrat et il a eu les plus grandes responsabilités. Il vous interpellera à ce niveau. Mais sa proposition de 2007, bien évidemment, est un des éléments essentiels de notre réflexion. Voilà, Monsieur le Premier Président, on nous a proposé également de mettre des jurés. Un avocat, Maître Le Borgne, a été fort là-dessus. Nous avons entendu en revanche des personnes qui représentent les victimes, comme M. Agré, qui est totalement opposé. Et nous avons entendu Maître Baudelot dire, avant tout, ce qu'il faut, c'est que ceux qui prennent la décision soient parfaitement informés de la nature de l'affaire elle-même, s'opposant par là même à ce que l'ensemble de la Cour de cassation ait à juger, puisque ce qu'ils souhaitent, c'est que ceux qui connaissent parfaitement le dossier puissent juger. Voilà un peu, je les mets un peu comme cela, Monsieur le Premier Président, de manière simple, volontairement, pour une possibilité de discussion entre nous. Bien évidemment, Monsieur le Premier Président, si vous avez un mémoire à nous adresser, des observations à nous faire, nous en serions parfaitement heureux. J'ai d'ailleurs fait savoir à Monsieur le procureur général que s'il le souhaitait, nous accepterions bien évidemment, à la fin de notre mission, de le recevoir à nouveau pour lui montrer les propositions qui nous sont faites, ce que nous faisons avec la chancellerie, et ce que nous pourrions faire, bien évidemment, avec vous, si vous le souhaitez. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, en vous disant que je suis très honoré, en tant que membre du barreau, de vous recevoir. Je donne la parole à Georges Fenech. Merci, cher Alain Tourret. Monsieur le Premier Président, je me réjouis également de cette occasion qui nous est donnée d'entendre votre avis sur une question qui ne relève pas d'actualité brûlante. Il s'agit d'une réflexion posée en dehors des passions que génèrent souvent ces cas d'erreurs judiciaires. Cela fait maintenant presque bientôt 25 ans que le législateur est intervenu en 1989. Ça a été une avancée considérable, importante, avec l'introduction de la notion de doute dans la révision des procès criminels. Néanmoins, je pense qu'il faut que nous allions au fond des choses avec vous, tout à l'heure avec M. Cotte, qui sera auditionné également. Depuis 1989, il y a eu notamment quelques affaires retentissantes. Je pense notamment à l'affaire Seznec, qui a été soumise à la Cour de révision, l'affaire Le Prince, plus récemment. On a vu cette dichotomie entre la Commission et la Cour, avec des points de vue divergents. Ce qui, vous le comprenez bien aussi, même si c'est conforme à notre procédure, qu'à chaque stade, il peut y avoir une appréciation différente, s'agissant d'affaires déjà jugées définitivement, ça peut créer un malaise dans l'opinion qui ne comprend pas toujours ces différences d'appréciation. Nous nous demandons aussi, en tant que législateurs, si vraiment l'esprit de la loi de 1989 était totalement approprié par le juge sur cette question du doute. Car quand on examine d'un peu plus près les 8 décisions depuis la Seconde Guerre mondiale qui ont été rendues, de révision et d'acquittement, on se rend compte qu'à chaque fois, la preuve de l'innocence était apportée déjà au stade de la Cour de révision. On a le sentiment, alors à tort ou à raison, vous nous direz, que cette notion de doute, même de moindre doute, disons-nous, de doute, peut-on diviser le doute, le qualifier, vous nous direz aussi, n'est pas encore suffisamment prise en compte pour entraîner une révision d'un procès criminel. On a entendu des commentaires libres d'avocats, notamment nous dire, vous savez, l'institution judiciaire,
encore du mal, quelquefois, à reconnaître qu'elle a pu se tromper et qu'un principe aussi fort que celui de l'autorité judiciaire vaut bien une erreur judiciaire. M. Pascal Clément, qui nous a dit cela tout à l'heure, dernièrement, tout ça nous interpelle. Je crois que notre conviction, Alain Tourret et moi-même, qui travaillons dans une parfaite harmonie sur ce sujet, je crois que sans remettre en cause le principe essentiel de l'autorité de la chose jugée, la justice s'honore aussi en reconnaissant, bien entendu, qu'elle a pu se tromper, l'erreur étant humaine, et les juges aussi étant des hommes, l'erreur est toujours possible. Donc nous nous posons des questions sur tant l'amélioration de cette procédure, tant au niveau des institutions. Est-ce qu'il n'y en a pas une de trop, effectivement, entre la Cour, la commission de réexamen, la Cour de renvoi? Est-ce que nous ne devons pas réfléchir à une nouvelle composition, à une nouvelle procédure plus contradictoire, avec présence d'avocats, peut-être aussi, et notamment la présence des membres de votre Cour qui soient des membres de toutes les chambres et pas uniquement la chambre criminelle. Voilà. C'est les questions, en gros, que nous nous posons et nous formulerons ensuite des propositions dans le cadre d'une proposition de loi. Je vous remercie. Merci, messieurs les rapporteurs. C'est pour moi un honneur d'être convié à participer aux travaux conduits par votre mission. Notre rencontre s'inscrit dans une longue tradition d'échange qui, à plusieurs reprises, m'a permis d'être entendu par la Commission des lois de l'Assemblée nationale sur des questions intéressant l'évolution du droit et de la justice. Je me réjouis donc de poursuivre aujourd'hui avec vous ce dialogue et vous remercie très chaleureusement de votre invitation. Qu'il me soit permis, en prélude à cet entretien, de préciser que les propos que je tiendrai devant vous n'engagent que leur auteur et non la Cour de cassation tout entière, dont je n'ai pu consulter l'Assemblée générale, pas plus que les représentants de la Commission et de la Cour de révision que vous entendrez, je crois, et qui auront à cœur de vous communiquer leurs propres analyses. Le sujet qui nous réunit cet après-midi est délicat et sensible. La question de l'erreur judiciaire qui sous-tend la procédure de révision des condamnations pénales suscite souvent des réactions passionnelles. Celles-ci sont aisément compréhensibles, tant est insupportable l'idée d'un innocent condamné. Mais elles ne favorisent pas toujours la tenue d'un débat serein. On ne peut donc que se féliciter du choix fait par votre mission d'aborder cette problématique en dehors de toute polémique liée à tel fait divers ou à telle décision, et de prendre le temps et le recul indispensables à une réflexion de qualité. Le juge, comme la société, ne peuvent faire l'économie d'une telle réflexion. À l'image de toute institution humaine, la justice est faillible, son office périlleux. Quiconque un jour a participé à un procès sait combien sont nombreux les leurres, les chausses-trapes, les zones d'ombre. Quiconque s'intéresse à l'institution judiciaire connaît les contraintes de tous ordres auxquelles elle est confrontée. Il importe dès lors de prévoir des garde-fous visant à réduire autant que possible les risques d'erreur et, lorsque celle-ci survient, d'en corriger les conséquences. La procédure de révision des condamnations pénales constitue ainsi, selon l'expression d'Henri Angevin, une soupape de sûreté permettant de remettre l'ouvrage sur le métier lorsqu'apparaissent, sinon la certitude, du moins de sérieux indices conduisant à penser qu'en dépit des précautions prises, le juge s'est trompé ou a été trompé. Cette action doit cependant être encadrée.
Deux principes d'apparence contradictoire s'affrontent en effet. D'un côté, l'autorité, vous l'avez dit, de la chose jugée, qui implique, pour des raisons tenant à la paix sociale et à la sécurité juridique, une stabilité des jugements, dès lors que les voies de recours ordinaires ont été épuisées. De l'autre, un intérêt supérieur d'équité et d'humanité qui prescrit la réparation des erreurs et la reconnaissance de l'innocence de personnes condamnées à tort. Dans la recherche d'un équilibre entre ces deux exigences, les législateurs successifs se sont attachés à assouplir progressivement les conditions de la révision. Le Code de 1808 ne prévoyait ce recours qu'en matière criminelle, du vivant du condamné, et dans des hypothèses limitées qui constituent aujourd'hui encore les trois premiers cas d'ouverture de l'article 622 du Code de procédure pénale. Une loi du 29 juin 1867 opéra un premier élargissement en étendant la procédure aux condamnations correctionnelles et en autorisant la révision après le décès du condamné. À sa suite, la loi du 8 juin 1895 introduisit la possibilité d'une révision en cas de découverte d'un fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné. La loi du 23 juin 1989, qui constitue la dernière réforme d'importance en la matière, a modifié ce dernier cas d'ouverture en lui substituant la notion, plus souple, de fait ou élément nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Elle a en outre organisé une judiciarisation de la procédure d'instruction des demandes, prévu la possibilité de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'attente de la décision de la Cour de révision et simplifié les conditions d'indemnisation des personnes dont l'innocence a été reconnue. Ce dispositif fera l'objet de légères retouches en 2010 et 2011. Faut-il aller plus loin ? Depuis 1989, la Cour de révision a annulé 46 condamnations. 29 de ces dossiers ont donné lieu à une annulation sans renvoi, mettant fin à la procédure en consacrant l'innocence du requérant. Les 6 procédures criminelles annulées durant cette période ont quant à elles été suivies d'un acquittement par la juridiction de renvoi, après appel dans l'un des cas. Ces données invitent à nuancer l'idée selon laquelle la justice ne reconnaîtrait jamais ses erreurs. 46 condamnations annulées depuis 1989, c'est tout de même pas rien. Et cependant, ce sentiment que je viens d'évoquer domine encore dans une partie de l'opinion publique, entretenu en cela par certaines déclarations d'avocats ou de personnes condamnées dont la cause n'a pas été entendue, ainsi que par la mise en exergue de certaines affaires dans lesquelles les décisions de la Commission ou de la Cour de révision ont pu n'être pas comprises. Si ces critiques méritent évidemment d'être entendues et invitent à rechercher de possibles améliorations, elles ne doivent pas pour autant conduire à remettre en cause la nature même du recours en révision, qui constitue une procédure dont la spécificité doit être préservée. Ce sera le premier point que je me propose d'aborder avant d'évoquer quelques pistes d'amélioration possibles, à mon sens. Parce qu'elle porte atteinte à l'autorité de la chose jugée, la révision des condamnations pénales doit demeurer une procédure d'exception, assurant la correction des erreurs judiciaires sans pour autant constituer un 3e degré ou un xème degré de juridiction. Sa vocation n'est pas de permettre à toute personne qui estimerait avoir été mal jugée
ou qui ne seraient pas satisfaites de la décision prise de contester celle-ci, alors même qu'elle serait devenue définitive. Il faut, pour justifier l'examen de révision, des éléments sérieux. À cet égard, les conditions actuelles du recours présentent, de mon point de vue, un caractère équilibré. L'article 622 du Code de procédure pénale définit 4 cas d'ouverture. On sait les 3 premiers rarement invoqués. Certains y voient même une déclinaison du 4e, qui repose sur la révélation d'un fait nouveau ou d'un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Cette rédaction paraît à beaucoup suffisamment large pour inclure les autres hypothèses tirées de l'existence de la prétendue victime d'un homicide, de la contradiction de décisions présentant un caractère inconciliable quant à l'identité de l'auteur d'un crime ou d'un délit, et de la condamnation d'une personne pour faux témoignage. La fusion de ces cas d'ouverture au profit du 4e a dès lors pu être proposée. Une telle approche appelle cependant une certaine prudence. Quoique peu utilisés, les 2e et 3e cas peuvent en effet, dans certaines hypothèses, motiver une annulation sèche sans renvoi. Leur disparition pourrait donc se révéler contre-productive pour les requérants qui pourraient ne plus bénéficier de ce mécanisme, même si l'on peut penser que la Cour en maintiendrait les effets. La rédaction du 4e cas a quant à elle été discutée en ce qui concerne la référence qui est faite au doute. La réforme de 1989 a sur ce point constitué une avancée importante, annoncée par la jurisprudence de la Cour de révision, qui, sans attendre la modification du texte, avait admis l'annulation de condamnation sur le fondement d'un doute sérieux. Le législateur a de son côté retenu un doute simple, non qualifié. Des propositions ont depuis été avancées afin de faciliter le recours en révision par l'introduction de la notion de doute léger, voire de moindre doute, ou de doute raisonnable. De telles modifications ne semblent pas souhaitables. En faisant référence au doute, l'article 622 du Code de procédure pénale invite à une appréciation in concreto, conduisant à rechercher si les éléments nouveaux invoqués par le requérant sont suffisamment probants pour fragiliser la décision de culpabilité rendue par le juge de condamnation. Cette approche est cohérente au regard de l'objet du recours en révision et des exigences tenant à l'autorité de la chose jugée. L'introduction d'un critère de légèreté dans l'appréciation du doute romprait cet équilibre et ruinerait toute l'économie de l'intime conviction qui, comme en toute chose humaine, comporte nécessairement une part infime de doute. Le doute requis à l'occasion du recours en révision ne doit pas être différent de celui qui préside à l'examen de la culpabilité dans la procédure ordinaire. Or, ce dernier ne saurait être un doute léger, sauf à paralyser toute prise de décision. Il y aurait donc un paradoxe à retenir, au moment du recours en révision, un doute léger ou un moindre doute. Quant à la notion de doute raisonnable, inspirée du droit anglo-saxon et reprise dans la jurisprudence européenne, il n'est pas acquis qu'elle infléchirait la pratique dans un sens favorable au requérant, cette notion n'étant peut-être pas si éloignée de celle de doute sérieux que le législateur de 1989 n'a pas cru devoir reprendre. La rédaction actuelle me semble donc devoir être conservée. Les autres éléments définissant les conditions d'exercice du recours, tenant à la nature des infractions
ou à la qualité des personnes habilitées à agir paraissent eux aussi adaptés. La révision n'est certes pas prévue en matière contraventionnelle. Mais la nature de ces infractions, comme leur mode de constatation et de preuve, laisse une moindre marge d'appréciation au juge. Les peines prononcées limitent en outre le trouble à l'ordre public en cas d'éventuelle erreur, de sorte que leur prise en considération dans le dispositif, qui pourrait engendrer un afflux massif de requêtes, n'apparaît pas justifiée. Quant à la liste des personnes pouvant exercer le recours en révision, elle n'appelle pas d'observation particulière, sauf peut-être à tirer les conséquences de la réforme de 2006 en permettant aux personnes unies à un condamné par un pacte civil de solidarité d'exercer, à l'instar de l'époux ou de l'épouse, le recours en révision. S'agissant maintenant de la procédure, la distinction entre recours en révision et réexamen consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme m'apparaît pertinente. Ces deux recours présentent en effet des objets distincts. À la différence de la révision, le réexamen vise non à statuer sur l'existence d'une erreur de fait, mais sur la méconnaissance d'une garantie issue de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne tend pas à faire triompher la vérité, mais à sanctionner la violation d'un droit garant d'un procès équitable, y compris au profit d'une personne qui reconnaîtrait sa culpabilité. L'unification de ces deux voies ne pourrait dès lors qu'être source de confusion et risquerait de remettre en cause la singularité de chacun de ces dispositifs et la cohérence d'un système dont l'équilibre paraît devoir être d'autant plus préservé que les exigences procédurales propres à ces recours diffèrent. La procédure de réexamen faisant suite à une décision de condamnation de la Cour européenne, aucun filtre ne s'impose. Celui-ci est en revanche indispensable en matière de révision, non seulement en raison du nombre important de requêtes dont la Commission est saisie, 139 en 2012, mais encore du fait de la nécessité d'une appréciation factuelle impliquant parfois la conduite d'investigations complexes, voire fort complexes. Ces considérations militent aussi en faveur du maintien dans la procédure de révision d'une dualité d'instances faisant intervenir successivement une commission chargée d'examiner la recevabilité des requêtes et de les instruire, puis une cour appelée à statuer sur le fond. Cette organisation a pu être critiquée, principalement en raison du décalage constaté entre certaines décisions de la Commission et celles rendues consécutivement par la Cour de révision. Elle n'en demeure pas moins, de mon point de vue, adaptée, s'agissant d'une procédure visant à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, qui draine un nombre important de demandes examinées. L'on ne peut, à cet égard, que se féliciter de la possibilité reconnue au président de la Commission par la loi du 17 mars 2011 de rejeter par ordonnance motivée les saisines manifestement irrecevables. Mais les critiques formulées contre le système actuel, reposant sur cette dualité, invitent toutefois à réfléchir à de possibles évolutions. Dans ces conditions, et c'est mon deuxième point, quelle amélioration proposer ? Une première approche pourrait conduire à mieux définir le rôle et les pouvoirs respectifs des instances chargées de la révision des condamnations pénales.
La loi du 23 juin 1989 a institué une judiciarisation de la procédure d'examen préalable des requêtes en révision en confiant cet examen à une commission composée de magistrats désignés par l'Assemblée générale de la Cour de cassation. Cette réforme a permis un renforcement notable des garanties procédurales offertes aux requérants, ainsi qu'une plus grande transparence dans l'examen des demandes, en particulier par l'obligation faite à la Commission de motiver ses décisions. Elle n'a cependant pas levé toutes les difficultés. La principale réside, à mon sens, dans la définition même du rôle de la Commission qui, selon les termes de l'article 623 du Code de procédure pénale, transmet à la Cour de révision les requêtes qui lui paraissent devoir être admises. Cette formule est source de confusion quant au rôle respectif de la Commission et de la Cour. Elle a pu susciter une forte incompréhension de la part du public dans des hypothèses où la Cour de révision a rejeté le recours qui lui avait été transmis par la Commission. Il convient donc de clarifier les choses. La Commission doit en fait être regardée comme une instance d'instruction des demandes, chargée de filtrer celles-ci en se prononçant sur leur recevabilité et en assurant la mise en état des dossiers afin de permettre leur examen par la Cour de révision. Il serait donc souhaitable de préciser en ce sens la rédaction de l'article 623 du Code de procédure pénale en y introduisant une formule prévoyant le renvoi à la Cour par la Commission des dossiers qui lui paraissent devoir être examinés. Corrélativement, la dénomination de la Commission pourrait être changée en Commission d'instruction des demandes en révision. Les pouvoirs d'investigation reconnus à cette instance mériteraient aussi d'être précisés. De l'aveu même de ses membres, les dispositions du Code de procédure pénale sont en la matière à l'origine d'incertitudes. La Commission s'est notamment interrogée sur les actes qu'elle a le pouvoir d'ordonner, ainsi que sur le point de savoir si ces actes sont de nature coercitive et si, en la forme, ils sont soumis aux prescriptions de l'information préparatoire. Ont en outre été relevées des interprétations différentes quant à la possibilité pour le rapporteur, membre de la Commission, de prendre seul l'initiative des actes d'investigation ou si cette responsabilité revient à la Commission dans son ensemble. Un groupe de travail qui a animé le président de la Chambre criminelle a examiné notamment ces questions. Lors de sa prochaine audition, Monsieur le Président Louvel vous communiquera le fruit de cette réflexion. Autre source de confusion dans l'esprit du public, la possibilité offerte à la Commission de suspendre l'exécution de la condamnation en assortissant au besoin cette décision de mesures de sûreté. Si le principe d'une telle suspension est aujourd'hui largement admis, le fait qu'elle soit arrêtée par la Commission tend à conforter l'idée selon laquelle les décisions de cette instance constitueraient une sorte de préjugement que la Cour serait ensuite appelée à valider. L'attribution de cette compétence à une instance chargée de l'instruction n'est en outre pas satisfaisante s'agissant d'une décision portant atteinte à l'autorité de la chose jugée. De même qu'a été écartée la possibilité pour le juge d'instruction de décider de la mise en détention afin de prévenir l'utilisation de celle-ci
à des fins de pression, notamment sur la juridiction de jugement, qui était très souvent, trop souvent, conduite à couvrir la détention provisoire. De même, il paraît souhaitable d'éviter que la libération de la personne qui a fait l'objet d'une condamnation en principe irrévocable ne constitue un moyen pour la commission d'instruction d'influencer la décision de la Cour de révision. Il est donc proposé, par mes soins, de transférer ce pouvoir à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, tel le juge des libertés de la détention, portera un regard neuf sur l'opportunité de suspendre ou non l'exécution de la peine à la demande de la commission. La chambre criminelle ne pouvant dès lors statuer comme cour de révision, il est en outre suggéré de dissocier ces deux instances. La cour de révision pourrait être composée de membres issus de chacune des chambres de la Cour de cassation, désignés en Assemblée générale. Pareille réforme serait de nature à mettre un terme aux discussions relatives à la composition de la chambre criminelle, statuant comme cour de révision. À l'instar de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, une telle composition, plus équilibrée et plus solennelle, ne pourrait que renforcer la légitimité de la décision. Au-delà de ces réformes de structure, diverses mesures peuvent encore être envisagées afin de faciliter la recherche de la vérité. La Cour de cassation a souligné, vous l'avez rappelé, à différentes reprises dans ses rapports annuels, les difficultés rencontrées dans l'instruction des requêtes en révision formées contre les verdicts des cours d'assises en raison des spécificités attachées à la procédure criminelle. Faute de notes d'audience, l'oralité des débats ne permet pas de connaître de façon précise les déclarations des témoins et des experts. Il est dans ces conditions particulièrement difficile pour la Commission, comme pour la Cour de révision, d'apprécier la nouveauté du fait invoqué, ainsi que son importance au regard de la culpabilité du condamné. La motivation des arrêts d'assises instaurés par la loi du 10 août 2011 a certes apporté une première réponse à cette difficulté en imposant une feuille de motivation énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la Cour, dit l'article 365.1 du Code de procédure pénale. Cette motivation ne permet cependant pas toujours une juste appréciation de la cause. Il a ainsi pu être relevé que c'est parfois par des coupures de presse ou par l'audition des personnes citées dans la demande en révision que la Commission a découvert que les déclarations invoquées comme éléments nouveaux avaient déjà été tenues lors des débats devant la Cour d'assises. Cela figure dans notre rapport pour l'année 2012. Les enregistrements sonores ou audiovisuels prévus à l'article 308 du Code de procédure pénale pourraient contribuer à lever cette difficulté. La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a d'ailleurs autorisé leur utilisation durant la procédure de révision, conformément à une suggestion faite par la Cour de cassation. Mais cette faculté reste en pratique largement ignorée par les présidents de cours d'assises. Aussi, les rapports annuels 2011 et 2012 préconisent-ils une systématisation de l'enregistrement des procès criminels, en proposant qu'au lieu d'être laissé à l'appréciation du président de la cour d'assises, cet enregistrement soit rendu obligatoire au minimum lorsqu'une des parties en fait la demande. De même, conviendrait-il d'assurer une meilleure conservation des éléments de preuve.
Les dernières éditions du rapport annuel de la Cour de cassation dressent en la matière le constat de la destruction de plus en plus fréquente et de plus en plus rapide des pièces à conviction après décision définitive en application des dispositions de l'article 44.1 du Code de procédure pénale. Cette situation est dommageable. Elle interdit, dans bien des affaires, la réalisation d'expertises complémentaires qui permettraient, en faisant appel le cas échéant à de nouvelles technologies, de lever le doute subsistant sur la culpabilité du condamné, ou au contraire, de faire apparaître son innocence. Dans un dossier examiné en 2010, la commission de révision a ainsi constaté la destruction des scellés, en ce compris l'arme du crime, interdisant toute nouvelle recherche génétique. Dans cette affaire, la Cour de révision a rejeté la requête, faute de faits nouveaux ou d'éléments inconnus de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant. On ne peut s'empêcher de penser qu'un nouvel examen génétique des scellés aurait conforté davantage encore cette décision. Dans une autre affaire, également médiatique, les magistrats ont relevé que la recherche d'empreintes génétiques, dont l'utilité est apparue au cours des débats, ne pouvait être effectuée en raison de la destruction des scellés en 1995. La Cour de révision a cependant annulé la condamnation après avoir ordonné un supplément d'information, mais sur la base d'autres éléments. À l'inverse, dans un dossier soumis à la Cour de révision en 2008, la conservation des scellés a rendu possible la réalisation d'expertises génétiques qui ont permis l'identification de l'empreinte ADN d'un tiers, lequel a ensuite reconnu les faits. Ces quelques exemples montrent bien tout le bénéfice que la procédure de révision pourrait tirer d'une meilleure conservation des scellés. Celle-ci pourrait être assurée par un allongement des délais de garde de ces pièces, mais leur volume et les contraintes matérielles que connaissent les greffes et les parquets peuvent faire hésiter devant une telle option. C'est pourquoi la Cour de cassation s'est prononcée en faveur d'une modification législative laissant aux condamnés en matière criminelle l'initiative de saisir le ministère public d'une demande visant à la conservation des scellés, la chambre de l'instruction pouvant être saisie d'un recours en cas de refus. Cette proposition n'ayant pas été suivie des faits, elle a invité les magistrats du parquet, dans son dernier rapport annuel, à conserver les scellés dans les affaires criminelles contestées, y compris lorsqu'elles apparaissent simples. Ces quelques propositions, que vous jugerez peut-être trop modestes, invitent non à une révolution, mais à parfaire un système dont l'équilibre, à mon sens, mérite d'être préservé. Il importe à cet égard de se garder de la tentation d'une remise en cause qui serait exclusivement motivée par une approche compassionnelle. La culpabilité d'un individu, comme son innocence, s'apprécie sur des éléments de preuve, non sur des émotions. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'erreur dans la formation des jugements se combat d'abord par la mise en place de garanties procédurales adaptées avant la décision définitive, ainsi que par la possibilité offerte aux acteurs du procès de disposer réellement de moyens permettant une recherche efficace de la vérité. Merci, Monsieur le Premier Président. Nous avons bien évidemment entendu avec plus grande attention votre discours. Je voudrais vous poser une question sur la motivation. La motivation des décisions en matière criminelle a fait que la France a été condamnée à de multiples reprises au niveau européen, en particulier à 5 reprises encore cette année, en 2013. Le législateur a voulu modifier
par la loi de 2011, applicable en 2012, la motivation, je dirais, à minima. Lorsque l'on étudie en particulier l'arrêt Agnolet, qui est très intéressant là-dessus, un article complet par la Cour européenne, disant que, a priori, bien a priori, c'est le mot exact qui est employé, cela pourrait constituer un progrès, mais n'avons-nous pas raison de nous méfier des a priori? Alors même que, incontestablement, la recherche de la motivation et par là même la possibilité pour le condamné de savoir pourquoi il a été condamné ne semble pas pouvoir être traitée différemment par les tribunaux correctionnels et par les cours d'assises, et nous semble très paradoxal qu'on exige moins d'une cour d'assises en matière de motivation que d'un tribunal correctionnel. Je comprends les difficultés. Il y a déjà été répondu, en disant qu'il faut un délai de 3 jours. Nous sommes inquiets de cette rédaction de la loi de 2011. Est-ce que vous pouvez nous faire connaître votre position à ce sujet? Moi, ma position, c'est que c'est un chapeau d'ailleurs de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Vous savez, le chapeau est l'attendu de principe que l'on met en tête des arrêts de cassation. Ce chapeau dit attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. Le problème en matière de criminel, c'est que la Cour délibère avec un jury composé de citoyens et qu'on répond à des questions. Alors, la Cour européenne avait dit que si le nombre de questions est très important et si les réponses à ces questions permettent de comprendre le sens de la décision, ça vaut motivation, si vous voulez. Donc, on rajoute une feuille de motivation, mais il y a quand même la réponse aux questions et le nombre des questions. C'est peut-être sur le nombre des questions, justement, et sur la teneur de ces questions qu'une évolution pourrait intervenir, car il sera très difficile de faire délibérer des non-spécialistes sur une motivation qui ne deviendrait que la motivation de la Cour, alors que nous sommes très attachés à ce qu'une majorité de citoyens, que le peuple français, se prononce dans les affaires criminelles les plus graves, celles pour lesquelles intervient la Cour d'assises. Donc je pense qu'il faut combiner cette amélioration avec sans doute une façon différente, et il faudra modifier sans doute le code pour cela, de poser des questions sur un certain nombre d'éléments de fait qui permettraient d'asseoir, alors avec une plus grande certitude, la décision de culpabilité et de condamnation. Mais c'est un sujet très difficile. Il ne s'agit pas de remettre en cause, si vous voulez, cet acquis formidable qui était le jury associant des citoyens pour le prononcer des décisions dans les affaires les plus graves. Et on ne peut pas leur demander de rédiger ou de participer à la rédaction d'une motivation. Donc on a trouvé un compromis acceptable, si vous voulez. Mais je pense qu'on doit aller un peu plus loin dans la formulation des questions, plus de questions sans doute, et possibilité peut-être aussi de faire poser des questions et d'avoir sur ce problème des questions posées au jury un débat plus important et peut-être une ouverture un peu plus grande sur la nature et la portée des questions. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président, pour l'exhaustivité de votre contribution personnelle, si j'ai bien compris. En attendant le rapport Louvel, parce que finalement, vous n'apportez pas vos précisions personnelles sur quels doivent être les pouvoirs de la commission d'instruction, vous les réservez au rapport Louvel. Je n'ai pas entendu que vous ayez donné une opinion là-dessus. Moi, je ne le connais pas
suffisamment à fond, puisque le groupe de travail n'y est pas participé. Il doit terminer là, ses travaux. Je pense que j'adhère à l'évidence à la plupart des suggestions que feront les membres de ce groupe de travail, sous la conduite du président Louvel, qui a toute ma confiance. Donc je pense que tout ce qu'ils feront sera très raisonnable. Je ne suis pas sûr qu'ils vous proposeront une cour qui ne soit pas la chambre criminelle, et que la présentation que je fais en distinguant l'organe d'instruction, la chambre criminelle qui serait en quelque sorte le JLD, mais pour non pas mettre en détention, mais mettre en liberté. Mais je fais ce parallèle parce que ça me paraît aussi grave, et je pense que ça n'est pas souhaitable que ce soit celui qui instruit qui prend une telle décision, et celui qui va agir à ce niveau-là ne peut pas être celui qui jugera après. Et donc, moi, je formule la proposition d'une cour de révision qui serait faite à l'image de l'Assemblée plénière, un peu de la Cour de cassation, et avec une composition ayant des représentants de toutes les chambres, désignés en Assemblée générale, pour que la composition ne soit pas sujette, si vous voulez, à modification en fonction des affaires qui viennent. Y compris la chambre criminelle. Ah ben, elle irait, mais ceux qui seraient à la Cour de révision ne pouvant pas participer au débat qui interviendrait sur une éventuelle mise en liberté avant, bien évidemment. Alors, à cet égard, là, précisément sur la référence que vous avez faite au juge d'instruction, vous avez dit, votre raisonnement consiste à dire, si on a ôté le pouvoir au juge d'instruction de mettre en détention, de confier ce pouvoir au JLD, c'est aussi pour éviter qu'il y ait pas une pression, mais une influence, disons, sur la juridiction de jugement qui a tendance effectivement à couvrir la période de détention. C'est ce que vous avez dit. Et donc, pour faire le parallèle avec les commissions de révision, vous dites qu'il faudrait ôter ce pouvoir de remise en liberté et le confier à la chambre criminelle. Mais que je sache, le juge d'instruction, à moins que je me trompe, a toujours la possibilité de remettre en liberté. Il ne peut plus incarcérer. C'est pour ça que c'est un parallèle à rebours, si vous voulez, mais il peut toujours lui remettre en liberté. Oui. Mais le problème de l'influence, c'était bien cela. On voyait bien, quand j'étais jeune magistrat, notamment en stage, dans un cabinet d'instruction, parfois le juge d'instruction calculait ce qui ça lui paraissait devoir entraîner comme condamnation, et il faisait coïncider la durée de la détention provisoire avec cela, d'une certaine façon. Or, je pense que ça n'est pas souhaitable. Oui. Et là, d'une certaine façon, on peut craindre, je ne dis pas que ça se produit, bien évidemment, nos collègues sont suffisamment conscients pour éviter cela, mais on peut supposer que parfois la tentation est de mettre en liberté pour forcer un peu la main de la Cour de révision. Et ensuite, le décalage entre les deux décisions devient désagréable et crée des incompréhensions. Est-ce que celui qui instruit, qui a son idée sur l'affaire et comment elle doit être jugée, est le mieux à même pour prendre une telle position? Alors, ça n'est pas du tout pareil, puisque dans un cas, il s'agit de mettre en détention, dans l'autre, il s'agit de mettre en liberté. Mais dans un cas, il n'y a pas encore de condamnation, dans l'autre, il y a une autorité de la chose jugée par une décision, après épuisement de voie de recours, une décision donc définitivement irrévocable. Et il faut prendre quand même une décision qui est la libération, qui précède en quelque sorte la révision et la déclaration d'innocence. Or, est-ce que celui qui a instruit et qui s'est forgé sa conviction est le mieux à même pour avoir l'objectivité, pour regarder le dossier? Voilà. Et je fais ce parallèle qui est asymétrique, j'en conviens bien, mais qui me paraît tout de même pertinent, parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir un risque de vouloir forcer la main à la Cour en mettant en liberté. Je pense que ça a pu arriver, j'espère que non, mais ça a pu arriver. J'entends bien, Monsieur le Premier Président, mais on vous avait fait part en préliminaire de votre audition déjà de notre interrogation sur la complexité de ce système avec les différentes... Alors là, vous rajoutez à nouveau une intervention de la chambre criminelle. Alors, est-ce que ça n'est pas encore un peu plus compliqué? Et
Et qui plus est, la critique que vous faites vis-à-vis de la commission d'instruction qui pourrait tenir la main en quelque sorte de la Cour, on pourrait en dire autant de la Chambre criminelle qui, remettant en liberté, forcerait un petit peu la décision de la Cour. Oui, mais la là, critique se déplacerait d'une institution. vous avez un filtre. Bien sûr, la Cour resterait toujours libre, mais je pense que ce qui a choqué beaucoup, c'est cette différence, si vous voulez, entre une décision de la Commission qui met en liberté préjugeant, voilà, et la Cour qui, regardant à fond le dossier, ne voit pas la même chose que celui qui instruit. Mais c'est comme ça dans toutes les juridictions, et je crois qu'il est bon de séparer l'instruction du jugement. Et peut-être que ces problèmes de détention ou de liberté, il n'est pas mauvais de ne pas les laisser non plus au même. Je pense que c'est une garantie pour chacun. Alors, ça n'interviendra que dans très peu de cas. Donc, ça n'est quand même pas fréquent. Et à la demande de la Commission. Donc, on introduirait un échelon supplémentaire, mais dans un nombre limité de cas, mais qui éviterait, si vous voulez, de faire en sorte, parce qu'en plus elles ont toutes les deux le même nom en cours de révision, commission de révision. On ne comprend pas pourquoi la commission de révision dit je mets dehors et que la cour de révision réincarcère. C'est quelque chose de difficile. Si entre-temps la commission propose la libération, que la cour de cassation, la chambre criminelle de la cour de cassation, après examen du dossier, confirme cela et prend une décision, comme le ferait un JLD, non pas là d'incarcérer, mais au contraire de mettre en liberté. Mais je fais ce parallèle parce que c'est vraiment porter atteinte là non pas à la liberté de quelqu'un, mais à l'autorité de la chose jugée. Donc il faut une décision tout à fait solennelle et prise en considération. Après, bien sûr, la Cour reste libre, mais je pense qu'il y aurait sans doute moins de risques de confusion et de heurts entre une commission de révision et une cour de révision qui libère et incarcère successivement dans un ordre qui paraît pas très logique. Comme on l'a vu dans l'affaire Le Prince. Alors, vous inquiétiez tout à l'heure savoir si vos propositions n'étaient pas trop modestes. Moi, je trouve qu'en réalité, elles vont très loin, puisque vous nous suggérez, d'une part, de modifier déjà l'intitulé de la commission d'instruction, la commission de révision, qui deviendrait la commission d'instruction des révisions, qui clarifierait son rôle. Ça me paraît quelque chose d'important. Et surtout, vous proposez de modifier la composition de la Cour de révision. Ça, ce serait une avancée considérable. Je ne trouve pas, moi, personnellement, que vos propositions soient si modestes que cela, puisqu'il y a une avancée considérable, même si, par ailleurs, sur la question du doute, vous êtes pour le maintien, et vous nous avez parfaitement argumenté là-dessus, sur le maintien du texte en vigueur. Reste que nous avons été, M. Touré et moi-même, quand même assez interpellés ce matin par l'audition de Baudelot, qui nous a parlé en défenseur des droits, évidemment, d'avocat qu'il est, mais surtout comme praticien ayant eu affaire à deux grandes déceptions pour lui en tant qu'avocat, dans l'affaire Seznec et l'affaire Le Prince. Et il nous a dit la chose suivante. La commission d'instruction, composée de 5 magistrats, connaît parfaitement le dossier. Chacun des 5 magistrats s'investit pleinement dans la conduite de l'instruction de ce recours en révision. Et là, il y a une très grande sécurité. Il a dit, je n'en dirai pas autant de la Cour de révision, composée notamment dans l'affaire Seznec de 40 magistrats. Il n'y en a qu'un qui connaissait le dossier, c'était le rapporteur. Et que cette collégialité, qui se veut une garantie, est en fait un leurre, et même contre-productif par rapport à cette sécurité. Voilà, c'est ce que nous a dit M. Baudelot. Et c'est vrai que ça nous a interpellés. Voilà, on voudrait avoir votre sentiment. Je ne peux pas laisser dire qu'il n'y avait qu'une personne qui connaissait le dossier. Le dossier a été vu, je m'en suis assuré, puisqu'à l'époque, ce bruit a été reproduit, y compris dans la presse, et donc je me suis assuré que ça n'était pas vrai du tout. Les membres de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont eu à leur disposition le dossier. Ils sont tous allés le consulter successivement. Et donc, j'ai eu la preuve par le greffe, n'est-ce
des consultations des dossiers par les membres. On ne peut pas dire que seul le rapporteur l'avait fait. Ce serait, je pense que M. Louvel pourra vous le confirmer, c'est insultant pour imaginer que des magistrats arrivés à ce niveau de carrière, à ce degré de compétence, de sérieux, si vous voulez, dans l'examen que nous faisons à la Cour de cassation des pourvois, qui sont habitués à ce travail collégial, à ce travail en profondeur, où chacun est heureux que l'autre contrôle son propre travail. Il faut vivre au sein de la Cour pour se rendre compte que penser qu'il n'y aurait que les 5 magistrats de la Cour de la commission de révision qui connaissaient le dossier, c'est vraiment faire offense, et je ne peux pas laisser dire une chose pareille. J'ai acquis personnellement, car je l'ai vérifié, la certitude que tous avaient une connaissance approfondie du dossier, que le rapporteur, bien sûr, il y a un rapporteur, mais il y a aussi quelqu'un qui instruit. Et donc, on peut dire que celui qui instruit au sein de la commission a un poids prépondérant par rapport aux autres. Le rapporteur est le rapporteur, mais l'on sait, quand on participe au délibéré de la Cour de cassation, combien ce délibéré est riche et combien parfois il reste peu du travail du rapporteur passé au tamis de toutes les observations des uns et des autres. Donc je pense que c'est une caricature de présentation et qui est née du fait que certains membres de cette commission avaient une intime conviction. Ils étaient persuadés que la Cour allait céder au point qu'ils ont anticipé la décision en prononçant une libération qui ne s'est pas produite parce que, en toute conscience et après un examen extrêmement sérieux et approfondi, la Cour n'a pas été convaincue. Donc je pense que là, c'est vraiment caricatural de dire ça. Pour autant, je suis persuadé qu'on retrouverait par la suite cela, et notamment cette idée que les pénalistes ne se désavouent pas. Voilà. Et je pense qu'une formation comprenant des représentants de chacune des 6 chambres de la Cour de cassation, motivés par cela, désignés par leurs collègues en Assemblée générale, pour qu'on ne choisisse pas par affaire la composition de la Cour, que cette Cour soit connue à l'avance, qu'il y ait un juge naturel de la révision, que ce juge soit l'émanation de la Cour de cassation dans sa diversité, dans sa pluralité. Je pense que ça serait souhaitable, ça donnerait plus de force et de solennité à la chose, et ça éviterait cela qui est caricatural, que je ne peux pas accepter, mais qui risque de se reproduire si on maintient le système actuel. Car il sera difficile de persuader qu'il n'y a pas des arrière-pensées, que la Cour, justement, la Chambre criminelle, 40. Alors, les 40, c'est parce qu'on y fait siéger les conseillers référendaires, mais n'envoie délibératif que des conseillers lourds. Donc, voilà. Consultative, donc il n'y a pas eu d'abord 40 personnes délibérant, mais beaucoup moins. Voilà. Monsieur le Premier Président, je voudrais justement être éclairé là-dessus. Est-ce que, dans ces affaires, une copie intégrale du dossier est remise à chaque magistrat? Nous sommes dans une juridiction qui, en matière civile, a fait le choix de la dématérialisation totale. Malheureusement, ce choix n'a pas pu être encore fait pour la matière pénale, ce qui nous pose des problèmes, puisque vous savez que le ministère obligatoire d'avocat devant la Chambre criminelle n'existe pas, le ministère d'avocats spécialisé, les avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, et que tout particulier peut déposer un mémoire personnel, parfois manuscrit, avec différentes encres, sur des bouts de papier mal présentés, mais c'est comme ça, et c'est la loi. Donc, il n'y a pas pour l'instant cette possibilité. En outre, il n'y a pas sur le plan pénal de système encore unifié, c'est en cours, sur le plan du ministère de la Justice. Donc nous n'avons pas de dématérialisation. Alors, ce que nous faisons,
le plus souvent, c'est que nous commençons à scanner les dossiers et que nous éditons des CD-ROM. En l'espèce, le dossier a été très longtemps à la disposition, plusieurs copies du dossier ont été à la disposition des membres de la Cour qui sont allés les prendre ou les regarder au greffe, et j'ai vu le pointage des membres de la Cour. Je peux dire donc qu'ils ont effectivement regardé le dossier et eu accès chacun au dossier, et pas uniquement le rapporteur comme ça. Donc je prends parfaitement acte de ces précisions importantes. Moi, je me suis fait procurer dans l'affaire Seznec l'ensemble des pièces de procédure. Il y a ça. Bon, c'est pas difficile, hein. Je les ai eues en 1 heure, puisqu'on peut maintenant, avec les moyens Internet, de se les faire procurer. Donc, effectivement, si on n'a pas si on ne lit pas tout cela, c'est très difficile, à mon avis, de se faire un avis. L'autre question que je voulais vous poser, Monsieur le Premier Président, au sein de la Cour de révision, comment les magistrats se déterminent? Est-ce qu'ils se déterminent par bulletin secret? Comment la décision est acquise? N'ayant jamais siégé et n'ayant pas, comme je vous l'ai dit, je ne les ai pas rencontrés personnellement avant cette audition, je ne peux pas vous dire comment. J'imagine que jamais un bulletin secret, enfin, je ne le pense pas, c'est pas conforme aux délibérations de magistrats. Je pense qu'ils délibèrent et c'est la majorité qui l'emporte. C'est comme ça que ça se passe dans tous les délibérés. Mais nous sommes, nous autres, maires ou pas, nous savons très bien que sur une délibération, quand c'est important, nous faisons en sorte que ça soit par bulletin secret. Je n'ai jamais vu des magistrats délibérer à bulletin secret. Monsieur le Premier Président, j'en prends acte. Monsieur le Procureur général nous a évoqué 2 pistes de recherche et je voudrais avoir votre avis. Première piste de recherche, est-il possible, sur des faits nouveaux, des éléments inconnus, de remettre en cause des décisions d'acquittement? Car il ferait un équilibre entre ce qui existe actuellement sur condamnation et ce qui pourrait exister sur acquittement. Quelle est votre position? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. La tradition, quand quelqu'un est acquitté, il est acquitté. Voilà. Donc, on peut réviser une condamnation, mais un acquittement est acquis. Ça arrive parfois de savoir que des gens... voilà. Fait qu'évoquer, Monsieur le Premier Président. Pas un véritable équilibre, c'est un trompe-l'œil, me semble-t-il. Enfin, je pense qu'on ne peut pas comparer l'acquittement et le doute doit bénéficier toujours. C'est pourquoi il y a des acquittements. Il y a beaucoup plus d'acquittements, d'ailleurs, que de révisions, fort heureusement. Et la justice peut se tromper. Ce qu'il veut vous dire, c'est qu'elle se trompe parfois lorsqu'elle acquitte. C'est heureux. C'est heureux que la justice acquitte des gens parce qu'il y a un doute. Voilà, tant mieux pour eux. Mais je pense qu'il vaut mieux acquitter un coupable que de sanctionner un innocent. Voilà. Donc, il faut éviter, il faut aussi faire toutes les recherches. Bien sûr, tous les coupables doivent être châtiés. Mais lorsqu'il y a un doute, lorsque la justice ne peut pas prouver, il ne faut pas s'acharner, et il vaut mieux acquitter quelqu'un quand il y a un doute sérieux. Moi, je pense, et il y a un plus grand nombre d'acquittements, bien évidemment, et il peut y avoir des erreurs dans ce sens-là aussi, mais on ne les considère pas comme des erreurs, parce que c'est justement l'application du doute. Ça me paraît normal. Donc je ne pense pas qu'on puisse comparer, mettre en parallèle les deux. Enfin, c'est mon sentiment. J'en parle d'autant plus que lorsqu'il y a eu la loi de 2000, en ce qui concerne les appels de cour d'assises, je m'étais opposé avec force à ce que l'on puisse faire un appel d'une décision d'acquittement. Il a fallu une 2e loi à la suite d'affaires compliquées pour revenir sur cette décision. Je me souviens que je m'étais opposé à Robert Badinter en commission mixte paritaire. Enfin bon. L'autre question qui nous a été posée, Monsieur le Premier Président, c'est le rôle des parties civiles, autrement dit des victimes. Est-il utile qu'elles interviennent à tous les stades de la procédure? Est-il utile qu'elles interviennent éventuellement sur la demande de remise en liberté? Ou n'est-il pas utile qu'elles interviennent du tout? C'est un sujet délicat parce qu'elles sont forcément concernées quand elles existent encore, parce que
l'affaire Seznec, est-ce que les victimes... bon, c'est tout le problème, n'est-ce pas, du temps qui s'écoule. Peut-on réviser tous les procès au bout d'un certain temps? C'est difficile. Mais quand c'est frais, que c'est relativement récent, on peut comprendre que la victime souhaite ne pas être exclue. Mais à quel stade? J'avoue que là, je n'ai pas réfléchi à cela. Je crois que compte tenu de la sensibilité actuelle, il paraît difficile d'exclure complètement, si vous voulez, lorsque la victime est vivante, est toujours là, et que les faits sont relativement frais dans sa mémoire. Et on sait combien ces affaires sont douloureuses, souvent, lorsqu'il s'agit d'affaires criminelles notamment, et combien ça marque durablement les gens. Durablement les gens. Donc je pense qu'il est difficile de ne pas prendre en considération cette douleur. Pour autant, il s'agit de faits nouveaux. Je pense que la victime peut admettre qu'il y a eu une erreur et qu'elle a fait s'est focalisée sur quelqu'un qu'elle croyait coupable. Et si on peut démontrer son innocence, je pense que la victime elle-même doit en être satisfaite. Donc il faut pouvoir l'associer, mais je n'ai pas vraiment réfléchi aux conditions dans lesquelles il faut le faire, lorsque la victime, effectivement, est toujours vivante et que et laisser penser que la personne qui a été condamnée n'est pas l'auteur des faits alors qu'elle le croit intimement. Pour autant, si cette personne est innocente et si la procédure de révision le démontre, je pense qu'elle ne peut que trouver elle aussi son compte, puisqu'elle va soit trouver un autre auteur, ça peut arriver, c'est ce qui s'est produit grâce aux recherches ADN, et à ce moment-là, elle saura quel est vraiment le coupable qui lui a fait ce dommage, soit elle saura que ça n'est pas celui-là, et elle ne peut que se satisfaire qu'un innocent ne reste pas condamné à tort. Mais je ne sais pas s'il faut l'associer à tous les stades, à quel stade et dans quelle mesure. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une information particulière et de prendre en considération sa douleur, c'est indéniable. Pour autant, elle ne doit pas être une entrave, si vous voulez, à la recherche de la vérité. Je terminerai, Monsieur le Premier Président, pour essayer de bien clarifier mes idées sur la commission de réexamen, la commission de révision, la cour de révision, et puis l'éventuelle cour d'assises éventuellement redésignée. Je vois qu'il semble se dégager, je le dis, la nécessité de faire participer l'ensemble des magistrats des chambres de la Cour de cassation, une espèce de consensus, Monsieur le Premier Président, sur le modèle de la commission de réexamen. Est-ce que ça doit être un ou deux magistrats de chaque chambre? Il nous a été proposé 2 magistrats de chaque chambre avec la présidence par la chambre criminelle. On peut discuter, enfin, c'est la même chose. Mais fondamentalement, ce qui nous a été proposé, en particulier par Maître Baudelot, est le système suivant. Qu'il y ait une fusion entre la commission et la Cour, et que ce nouvel organisme, qui aurait en son sein une commission d'instruction, donc c'est la même chose, on est bien d'accord, il n'y aurait qu'une composition avec en son sein une commission d'instruction, soit amené à la fin à rendre une décision soit de rejet, soit d'acquittement. C'est-à-dire sans renvoi, parce qu'il faut s'arrêter à un moment donné, sans renvoi à une nouvelle cour d'assises. Est-ce qu'une telle proposition est quelque chose qui est susceptible de retenir votre agrément?
certainement pas la fusion entre la Commission et la Cour, puisque je pense qu'il faut totalement distinguer l'instruction et le jugement, et que si on se réfère à la Cour européenne, c'est un principe fondamental. On ne peut pas instruire et juger. Donc je pense que ça ne peut pas être, même si c'est une instance... Alors, au sein, mais par exemple à la Cour de justice de la République, il y a une commission d'instruction, elle n'est pas composée de la même manière que la Cour. Donc, si vous dites que c'est au sein d'une même institution, en quelque sorte, peut-être, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir la même composition pour la commission qui instruit, qui forcément a une idée à l'issue de l'instruction, et celle qui juge, qui doit prendre le recul nécessaire pour juger en toute objectivité, peser. C'est toute une question d'équilibre, même si ceux qui instruisent le font généralement avec la plus grande impartialité, indépendance, à charge et à décharge. Il n'empêche que celui qui instruit ne peut pas être, à mon avis, celui qui juge. Faut-il que ce soit deux membres présidés par la Chambre criminelle? Moi, je ne le crois pas. Ou c'est l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, ce qui n'est peut-être pas souhaitable, ou c'est une Cour, comme nous élisons les membres de la Cour de justice de la République et d'autres membres de différentes institutions, élus en Assemblée générale, avec 2 ou 3 membres désignés, élus par chambre, et l'Assemblée générale de la Cour de cassation élit parmi eux le président. C'est ce qu'on fait pour la Cour de justice de la République. Alors, ça pourrait être quelqu'un de la Chambre criminelle, mais ça sera... les candidats se présentent devant l'Assemblée générale, et puis ça peut être un président de chambre ou un conseiller venu d'une autre chambre. Moi, je pense que c'est comme ça que nous procédons pour la Cour de justice de la République. Ça me paraît une bonne formule, c'est-à-dire élection de 2 ou 3 membres par chaque chambre, et parmi eux, l'un est élu par l'Assemblée générale. Une fois que tout le monde est élu, parmi eux, ceux qui veulent se porter candidat à la présidence se désignent. Nouvelle élection, c'est comme ça que l'on fait pour la Cour de justice de la République. Parmi les titulaires, on élit le président. Alors, voilà. Alors, vous avez vu que sur 46 condamnations, 29 ont donné lieu à une annulation sans renvoi. C'est-à-dire sur 46, près de 30, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est quand même sur l'ensemble, hein, y compris la matière correctionnelle. Ça veut dire que, quand même, très souvent, on peut le faire. Dans certains cas, voilà. Moi, on me dit, la Cour de révision a annulé 46 condamnations, 29 ont donné lieu à une annulation sans renvoi, mettant fin à la procédure. Oui, 1 ou 2 sur le plan criminel, sur l'ensemble. Voilà. Donc, c'est possible. Pour le reste, c'est une tradition aussi de la Cour de cassation. L'instaurer en juge du fait, c'est toujours plus délicat. C'est une juridiction du fond qui doit se prononcer. Donc moi, je serais, malgré tout, ça paraît long, mais enfin, quand on peut, il faut statuer sans renvoi, mais obliger la Cour à juger au fond, dans tous les cas, c'est peut-être un peu difficile. Je pense que ça reste quand même un nombre limité d'affaires exceptionnelles, d'affaires qui méritent effectivement que l'on s'y attache avec beaucoup d'attention, puisqu'on a condamné quelqu'un qui se révèle par la suite avoir été condamné à tort. Alors parfois, il s'est lui-même accusé. Donc on ne peut pas toujours dire que c'est la justice. La justice a été trompée parfois, de toute bonne foi. Il y a des gens qui s'accusent à tort. Il faut faire cette part des choses, et ça peut arriver que quelqu'un s'accuse à tort, pris dans une espèce de spirale. Hein. Donc il faut le mettre parfaitement, et il faut bien sûr réparer ça. Dans ces cas-là, pourquoi ne pas renvoyer il vaut mieux aller le plus vite possible. Donc peut-être rendre plus facile la possibilité d'un renvoi
d'une décision sans renvoi, pardon, mais ne peut-être pas fermer la possibilité tout de même du jugement de la cour d'assises ou d'une chambre des appels correctionnels, d'une cour d'appel en matière correctionnelle, ne pas rendre ça peut-être systématique en encourageant effectivement que l'affaire soit terminée le plus vite possible, je crois. Mais les chiffres me paraissent aller plutôt dans ce sens, si vous voulez. Donc on a déjà une tendance qu'il suffirait peut-être d'accentuer. Mais l'empêcher, le renvoi, peut-être, c'est des choses délicates. Hein. À chaque fois, on est sur... Ça n'est que par la suite qu'on se rend compte. Donc il faut toujours être prudent et peut-être laisser tout de même cette soupape, là encore, pour quelques cas, en essayant de généraliser effectivement une prise de décision rapide par la Cour. Un dernier point de précision. Oui. Madame Lazerge, que nous avons auditionnée, elle a suggéré deux magistrats par chambre, qui ferait 12 magistrats, plus le président, 13. Nous étions au départ sur l'idée de la commission de réexamen, c'est-à-dire à 6, un par chambre plus le président. Quel est votre sentiment sur le nombre? Le nombre impair offre l'avantage d'éviter le partage, sinon il faudra prévoir que le président ait une voix prépondérante, ce qui n'est pas très tant dans les traditions judiciaires. Donc ce que je disais ne correspondrait pas, puisque nous avons 6 chambres. Donc effectivement... moi je pense que 2 magistrats par chambre, c'est bien. 2 magistrats par chambre, c'est bien. Il faudrait donc qu'il y ait aussi quelqu'un qui se présente pour être président. Sinon, il faut que le président soit désigné de droit. Oui. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, on tombe. Si par exemple, s'il y en a 2 et sur les 2, il y en a un, on tombe sur 12, si vous voulez. Il faut qu'il y ait quelqu'un de plus. Mais on pourrait très bien concevoir des suppléants. Je pense que la solution serait celle-là, de mettre 2 titulaires et un suppléant. Et parmi les titulaires, on élit le président, et à ce moment-là, le suppléant devient le membre titulaire, et vous avez vos 13. Voilà. Je pense que ça serait la bonne formule. Et Monsieur le Premier Président, j'ai retenu votre, je ne crois pas me tromper, votre suggestion que le président ne soit pas obligatoirement quelqu'un de la chambre criminelle. N'est-ce pas? Ça, c'est très important pour nous. C'est l'élection par l'Assemblée générale. Les conseillers et présidents de chambre. Donc je pense que ça réglerait beaucoup de questions et donnerait plus de poids et de force et de solennité à la Cour. Président, nous allons vous remercier chaleureusement de votre présence, de la clarté de vos propositions. Nous en ferons le plus grand état. Nous vous proposerons, si vous le jugez utile, à la fin de nos travaux, éventuellement, de revenir nous voir. Merci, Monsieur le Premier Président.